Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les règles de gouvernance en matière de branding. Alors, à mes côtés, j'ai Christian Pichette, qui est associé principal et président de Brandebourg. Bonjour. Bonjour. Brandebourg, qui est une firme conseil spécialisée en branding et qui aide les gestionnaires à transformer leur marque en levier stratégique. Alors, Christian et moi, on est des amis, des collaborateurs de longue date. Vous ne surprendrez pas si je le tutoie. Et tel Obélix avec la potion magique, Christian est tombé dans la marmite du branding à un très jeune âge. D'abord, à titre de gestionnaire chez Pepsi-Cola, à Johnson & Johnson, Culinard et Provigo. Et aussi à titre de président et partenaire principal de Pigeon Brands pendant 12 ans. Et maintenant, depuis 2014, partenaire principal et président chez Brandebourg. Alors, Christian est titulaire d'une maîtrise en gestion spécialisée en marketing de l'École des HEC de Montréal, où il a enseigné la recherche commerciale et le comportement du consommateur. Et il a aussi à son actif un prix de la personnalité marketing de l'année, catégorie B2B, de l'American Marketing Association de Montréal. Alors, je pense que je vais devoir commencer à te dire vous, mais ça n'arrivera pas. Et au cours de sa carrière en tant que consultant et membre de différents comités, il a contribué au développement de plus de 100 entreprises canadiennes de toute taille, tant en B2B qu'en B2C. Alors, animé par la passion des résultats, il s'assure que la vision marketing de ses clients soit au cœur de la stratégie d'affaires des entreprises. Et c'est comme ça qu'il va vous présenter ses 10 règles de branding pour une saine gouvernance. Christian, la parole est à toi. Merci, Lucie. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour les 30 prochaines minutes, je vais vous entretenir des 10 règles de branding pour une saine gouvernance. En fait, comme le titre l'indique, il faut peut-être définir 2 termes importants. Premièrement, qu'est-ce que le branding? Et ensuite, qu'est-ce que la gouvernance? Alors, le branding, en fait, c'est l'acte de créer une marque. Souvent, quand on parle de branding, on associe le branding à l'élément central qui est l'identité de marque, qui est donc le logo de l'entreprise. C'est une des facettes, elle est essentiellement importante parce qu'on parle de nom d'entreprise et de son logo, la signature de marque. Mais en fait, le branding pour nous, et puis bon, les définitions se rassemblent quand même par rapport à ces notions-là, c'est qu'on parle d'une stratégie de marque. La stratégie de marque, c'est ce qu'on appelle les éléments de différenciation d'une marque, donc sa promesse, sa proposition de valeur, qui amène des notions de bénéfices, donc des clients pour vous aimer et vous adopter comme marque doivent trouver leurs bénéfices, que ce soit fonctionnel ou émotionnel. Et on parle aussi d'architecture de marque, puis on va le voir plus tard, une entreprise peut avoir plusieurs marques, alors des fois il faut distinguer la marque corporative de la marque produit. Et finalement, l'alignement, c'est probablement ce qui est le plus difficile à faire et le plus important pour le branding. C'est qu'on s'assure que le produit, donc l'expérience, le produit ou le service, soit arrimé avec ce qu'on veut. Donc, c'est important d'être aimé dans les vies, mais c'est surtout important d'être aimé pour les bonnes raisons. Et dans notre cas, le branding, c'est des raisons qui nous permettent de se distinguer de la compétition. La gouvernance, c'est le propos d'aujourd'hui, c'est de s'assurer, notre mission en fait aujourd'hui, c'est de s'assurer que le branding a une part du temps de discussion au niveau de la gouvernance d'entreprise. L'enjeu, effectivement, on a parlé à plusieurs de nos collègues, on est partenaire de Innocentre et ça ressort également avec les entreprises chez Innocentre, c'est que souvent le branding n'est pas à l'ordre du jour des rencontres, soit du CA, du comité consultatif ou du comité exécutif. On va voir pourquoi. C'est sûr qu'au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup de sujets importants. La marque, on considère que c'est essentiel pour plusieurs raisons, dont la première, c'est que l'actif le plus important de la majorité des organisations est leur marque. Donc, on va le voir. L'outil, en fait, sans être trop pédagogique aujourd'hui, on s'est permis de parler à beaucoup de gens pour faire ressortir les grandes règles. Il y en a probablement plus, où il y en a qui peuvent se regrouper, mais ça donne un portrait. L'idée d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser tout le monde de l'importance du branding pour la gouvernance d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Et ça, c'est important. Ça, la gouvernance ne veut pas dire nécessairement grande entreprise. Je pense que les notions de branding sont aussi importantes, voire plus importantes pour une entreprise de taille moyenne.
Donc, les 10 règles, c'est probablement par ordre d'importance. La plus importante, démystifier dès le départ que le branding, c'est un projet d'entreprise. Donc, conséquemment, on associe souvent le branding à une initiative marketing. Oui, le marketing fait partie de cette initiative, mais c'est une entreprise, c'est une initiative qui est avant tout corporative. Ici, notre petit modèle schématique, la marque. En fait, l'entreprise, des fois, on rencontre des présidents d'entreprise puis ils disent non, mon entreprise, ce n'est pas une marque. OK, c'est ma vie, c'est ma passion. C'est vrai, mais les clients qui achètent des produits de l'entreprise perçoivent l'entreprise comme une marque. Fait qu'on met toujours la marque au point central et la marque a plusieurs facettes. Il n'y a pas si longtemps que la seule facette qui intéressait les entreprises, c'était le volet commercial, d'où peut-être l'association avec le marketing. Alors, le volet commercial, on parle de clients, on parle de consommateurs. Aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, le volet, ce qu'on appelle la marque employeur, donc attraction, rétention de talent, ça devient une préoccupation importante pour l'entreprise. Donc, le volet de la marque devient un volet interne et très important. Pour les entreprises à la bourse ou les entreprises qui aimeraient vendre leur entreprise, le volet de marque institutionnelle devient aussi important parce qu'il faut avoir les bons messages pour les acquéreurs. Et la marque citoyenne, ben, c'est le volet, on pourrait résumer, c'est une entreprise qui décide comme bonne marque citoyen corporatif où elle veut investir de son argent, donc ce qui dicte un peu la politique de dons et commandites. Donc, en fait, dans les bonnes pratiques, de réduire marketing ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de la marque, elle est du comité, du CA, du comité de direction, parce que ce soit le marketing, que ce soit les ressources humaines, que le département de communication, le département de vente, le département légal qui s'assure que la marque est bien protégée, le département de R&D, d'innovation, et ainsi de suite. En fait, tous les départements des achats, j'oubliais, doivent avoir une directive de comportement qui supporte la marque. On va le voir, c'est quoi une marque, une promesse de marque pour qu'elle soit cohérente. Et tout ça est encore plus vrai dans l'industrie du B2B ou du service parce que votre marque, essentiellement, sa première manifestation, c'est les employés. Alors, si les employés ne comprennent pas pourquoi vous existez et pourquoi vous voulez être différent de votre compétiteur, ben déjà, c'est un début d'une problématique qui minimise la force de votre marque. La deuxième règle qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la marque, c'est un actif excessivement important pour une organisation. On peut la quantifier. Il y a plusieurs études qui ont été faites au fil du temps. C'est important parce qu'on parle d'achalandage. Hein. On évalue une organisation. La notion d'achalandage, essentiellement, ce qu'on a de goodwill, c'est la valeur d'une marque. Coca-Cola, à gauche, vous reconnaissez la bouteille. En fait, si l'entreprise vendait une boisson cola de couleur noire dans une bouteille peut-être de forme différente, juste pour illustrer, on pourra la vendre 50 sous. Okay? On lui oppose la marque de Coca-Cola, Coke, alors le même produit, dans une bouteille légèrement associée maintenant avec Coke, on peut le vendre $1. Alors, c'est prouvé que pour certaines marques, certaines organisations, la valeur de l'actif intangible peut aller jusqu'à 50% de la valeur d'une organisation. Évidemment, vous regardez ici les marques qui sont là, les compagnies qui sont là, disent non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai une entreprise qui est de taille plus petite, modeste. C'est aussi important parce que les gens, en fait, une marque, c'est un sceau de rassurance. Alors, qu'importe le nom de votre compagnie, si les gens aiment aller chez vous et de voir votre nom qui est apposé fièrement sur un document, alors ça a une certaine valorisation et c'est ça qu'il faut bâtir avec le temps. Ce qu'on dit tout le temps, la marque devrait être toujours plus grande que n'importe quelle personne. Et ça, c'est important, surtout dans le domaine du service. Il y a des firmes internationales comme Interbrand qui ont plein de modèles. Vous avez sûrement vu des classements. Chaque année, toutes les grandes firmes de branding mondial présentent un classement des marques. Et le point commun de tout ça, c'est que la valeur d'une marque, okay, elle est la valeur d'une organisation, elle est surtout basée sur la valeur d'une marque. Oui, il y a des actifs tangibles, mais il y a surtout des actifs intangibles qui créent la valeur d'une marque. Le principe est universel. Je pense qu'il ne faut pas trop en débattre. Il faut surtout s'assurer le message aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas le perdre de vue. Parce que le défi au niveau de la marque, au niveau de la gouvernance, c'est comme c'est intangible, on ne le voit pas. On est moins porté à avoir des discussions.
quand on veut faire des investissements majeurs en usine, de développement dans un nouveau marché, bien, c'est tangible, c'est réel et on en parle avec beaucoup de passion. Je dirais qu'il faut faire la même chose avec la marque, même si c'est intangible. Il faut le mettre présent. Puis, je dirais, nous, dans nos interventions, ce qu'on a réalisé, le meilleur moment de s'assurer que la marque fasse partie des grandes réflexions ou de s'assurer que la haute direction prenne du temps à penser la marque, c'est lors des sessions de planification stratégique. Souvent, on fait ça, c'est intéressant, on a une belle vue d'entreprise, mais en fait, la stratégie de marque, c'est l'étape suivante. On prend la stratégie d'entreprise et maintenant, il faut la traduire. On a des marques. Donc, comment on fait ça dans la vraie vie, au niveau opérationnel? On utilise des marques ou on en crée des nouvelles. Et je vous suggérais fortement que lorsque vous faites des planifications stratégiques, ajoutez une demi-journée par la suite pour faire des ateliers en s'assurant que tous les gens du comité de direction participent à des ateliers sur la marque. Ça va rendre, premièrement, la marque plus concrète. Deuxièmement, ça va confirmer essentiellement à tout le monde que la marque n'est pas que l'histoire du marketing. Ces sessions-là, on ne parle pas de plan de com, on ne parle pas de publicité, on parle essentiellement de la marque avec un grand M. Et c'est ça qui est important que les gens qui, par rapport au point numéro 1, qui dissocient le branding du marketing parce que c'est vraiment l'affaire du comité de direction, l'affaire de tous. La troisième règle, qui est beaucoup plus, là, on tombe dans le mode opérationnel ou les dangers à éviter. Une fois qu'on dit à notre marque, comment on peut bien présenter sa marque pour s'assurer que notre marque est performante. Je dirais la règle numéro 1 à ce niveau-là, il faut avoir une vue externe. En fait, nous, notre métier, c'est d'être le plus objectif possible. C'est sûr que quand vous êtes entrepreneur, vous avez bâti votre entreprise qui est devenue au fil du temps une marque. Vous avez votre entreprise tatouée sur le cœur et ça, c'est parfait. Mais par moment, si vous n'avez pas une vue client, ben, ça vous amène dans des réflexions ou dans des territoires qui sont peut-être pas les plus fertiles pour votre marque. Alors, le message ici, c'est toujours plus adéquat de bâtir ces stratégies basées sur pourquoi les clients vous aiment, vous adoptent et vous recommandent. Ici, ce petit schéma-là, c'est juste pour illustrer comment c'est très simple de dire qu'il faut avoir une vue client. En fait, la vue client dans ces 10 cases-là, c'est celle à droite en bas. Le client, essentiellement, aimerait avoir une balançoire avec un pneu. Aussi simple que ça, c'est ce qui lui permettrait d'être heureux. Alors, toutes les autres cases, c'est des interprétations qu'une entreprise peut avoir de ce besoin-là. Alors, on le voit, sans y aller une par une, ce qui est important de retenir, c'est que si on n'a pas une compréhension fine des vrais besoins des clients, on va perdre énormément de temps, énormément d'argent à développer quelque chose qui, somme toute, ne répond pas aux besoins. Donc, encore pire, on a dépensé beaucoup de temps, d'argent, puis on ne le vendra pas. Alors, c'est vraiment important de s'assurer, et c'est ce qui crée la cohésion dans une organisation, c'est que le brief devrait toujours partir du client. On ne peut pas être contre. Okay? Le challenge à ce niveau-là, par contre, quand on parle de client, il faut définir un client. Mais un client, pour nous, notre suggestion serait toujours de souvenir de la loi de Pareto, qui est le 20-80. Donc, 20% des clients représentent 80% des ventes de façon générale pour la quasi-totalité des organisations. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui quand on parle de clients, une fois qu'on a fait ça, on dit, OK, est-ce qu'on a un client? La réalité, c'est un peu plus complexe. C'est les 3 premières cases de ce petit tableau-là. Mais le client, il y a un décideur, il y a un influenceur, puis il y a un utilisateur. Okay? Ça, c'est quand on parle d'un client, il y a 3 personnes, ou peut-être plus, qui peuvent influencer la décision. Chacun recherche des bénéfices. Il faut leur parler pour les inciter à mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous avez à offrir. Et comme on a vu dans la première règle, ben, il y a également, il faut avoir un discours pour attirer des employés, des candidats, des investisseurs, des leaders d'opinion. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a une matrice qui doit être faite et s'assurer que pour bien faire passer le message de votre promesse de marque, il faut l'ajuster à des différentes parties prenantes et que la somme de tout ça crée un tout cohérent, okay? Mais qu'il faut le disséquer pour chacun parce que sinon, si on fait juste la moyenne, ben en fait, on n'adresse pas les besoins spécifiques de chacun. C'est ça le défi d'aujourd'hui, la complexité ou la facilité de communication, de rejoindre ces gens-là, elle est réelle, donc il faut l'utiliser pour vous.
Donc, de bien cibler ses clients. Au niveau, surtout, je m'adresse au niveau du comité de direction. C'est sûr que le rôle d'un comité, c'est s'assurer que la stratégie de marque soit impeccable, qu'elle reflète la stratégie d'entreprise. Cela dit, c'est que l'exécution d'une stratégie, elle est aussi importante que la stratégie elle-même. Donc, il ne faut pas dissocier les deux. C'est peut-être moins glamour de parler d'exécution, mais c'est là que le bas blesse souvent. Et c'est là qu'on peut perdre des clients. Et vous savez, rattraper des clients qu'on a perdus, ça coûte cher. Donc, l'exécution de message ici, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut s'assurer qu'on est aussi bon dans un que dans l'autre. Ici, il n'y a pas si longtemps, sûrement pour les amateurs de football, les Patriots de Nouvelle-Angleterre, en fait, c'est une belle représentation que les deux composantes sont importantes. Le coach de l'équipe est probablement le plus grand génie du football de l'histoire. Et le corps arrière, le meilleur corps arrière de l'histoire, ben, tu as le plus grand stratège avec le plus grand exécutant d'une stratégie, ben, ça fait une équipe championne. Puis c'est la recette qu'il faut garder en tête pour, au niveau d'entreprise, que ça prend les deux. Puis c'est vrai, c'est un duo. Puis quand on parle des trophées, ben, les deux sont toujours associés à l'un et à l'autre parce que ça prend un et l'autre pour performer. OK? Brady tout seul avec un autre coach, c'est pas sûr qu'il serait le meilleur quarterback. Et Belichick, sans Brady, ce serait peut-être pas sûr que ce serait le meilleur des coachs. La combinaison des deux fait une équipe gagnante. Ici, un petit vidéo qui illustre bien que quand on parle d'exécution, c'est facile à dire qu'il faut être aligné, mais c'est difficile. Ici, c'est un petit présentoir où les gens peuvent mettre leurs mains pour avoir un savon. L'idée n'est pas compliquée. Fait que les gens de R&D ont développé une belle machine qui performe. Et puis, l'équipe de création, on dit, gars, on va mettre ça très simple avec une belle silhouette, etc. Mais dans les faits, quand on le voit en opération, vous voyez ce qui arrive. Oups! Il y a un petit problème. Okay? C'est ce qu'il faut éviter, c'est que là, on a produit en quantité industrielle, j'assume, cette machine, cet équipement-là, et on n'a pas jumelé le R&D avec le design pour s'assurer que les gens mettent leurs mains au bon endroit. Simple à faire, mais je dirais des exemples comme ça, il y en a énormément qui se posent. Il faut les éviter parce que c'est très coûteux et surtout frustrant. Autre exemple, je vais me permettre de le dire en anglais, le Audi e-tron. Okay. Ça, je ne voudrais pas juger que c'est une mauvaise exécution parce que c'est des débats des multinationales de créer une marque qui est disponible légalement à travers la planète. C'est du domaine de la science-fiction aujourd'hui. Alors, j'assume que l'entreprise, ils ont fait un choix conscient qu'en français, le e-tron n'a pas la résonance voulue. Alors, ça donne des défis en France, au Québec, etc., plusieurs pays francophones. J'assume, je suis assez convaincu qu'une entreprise comme Audi en sont conscients. Mais l'idée de point, c'est que quand tu es conscient de quelque chose qui ne va pas bien, tu t'assures qu'il y a une stratégie qui va en conséquence. Alors, je ne sais pas, je suis pas consommateur de cette voiture-là, mais je dis, ça fait partie du défi. C'est facile à dire que les erreurs peuvent être recouverte, mais de façon générale, quand tu gères une marque au niveau mondial, il y a souvent des choses que tu ne peux pas anticiper. Puis au niveau de la marque de commerce, c'est un bon exemple parce que souvent dans vos entreprises, c'est ce que je vous souhaite, vous lancez votre marque au Québec, ensuite au Canada, ensuite ça va bien, vous allez en Amérique du Nord et vous ne l'aviez pas prévu, mais ça arrive et vous êtes planétaire du jour au lendemain. Il y a des fortes chances que votre marque de commerce ne passe pas à travers toutes ces étapes-là. Et c'est là que ça prend des choix difficiles comme l'exemple. Alors, je ne voudrais surtout pas juger, mais c'est une réalité qui est complexe. Alors, nos suggestions pour vous, c'est à deux niveaux. Quand on parle surtout d'innovation, un concept, c'est quelque chose de un peu intellectuel pour un client ou un consommateur d'imaginer. Alors, le défi pour une entreprise, avant d'investir des millions dans un équipement, c'est de s'assurer que votre idée reflète les besoins du marché. Alors, avec beaucoup de recherches et de tests qu'on a fait avec nos clients au fil des années, on se rend compte que l'exécution de l'idée est importante, d'où la règle précédente, que l'exécution est importante. Fait avant de dire que quand on présente un concept, qu'on illustre par un mood board, etc., si les gens disent non à ça,
Ben, la première réponse, c'est de dire que l'exécution de ce concept-là ne plaît pas. Mais si tu as 10 exécutions qui ne plaisent pas, ben, je dirais la conclusion est claire, c'est que le concept lui-même ne fonctionne pas. Ça, c'est important parce que souvent, on peut tester des concepts, des idées, puis qu'on les illustre d'une façon qui n'est pas de la bonne, et puis ça nous amène à faire des mauvaises décisions. Puis on va voir le prochain point aussi, il ne faut pas faire de la survente. Au niveau d'une marque actuelle, comme probablement la majorité de votre marque, un indicateur de performance, on va en voir quelques-uns, mais le Net Promoter Score, essentiellement, c'est une échelle de recommandation. Alors, si on demande à un client s'il est prêt à recommander un ami ou un collègue, puis il nous donne une recommandation de 9 ou 10, puis dans notre jargon, c'est un promoteur. Alors, donc, on sait que l'expérience, elle est positive. On peut être, entre guillemets, off-strategy, mais avec une bonne expérience, mais ça, c'est bien parce que la relation, elle est bonne. Ce qui m'amène à la promesse. Notre promesse, elle doit être pertinente et distinctive. Et pour toutes les parties prenantes, c'est pas juste au niveau client, c'est comme on a vu, c'est différentes facettes. C'est simple à dire, mais c'est difficile à faire parce que des compagnies, des compétiteurs, vous en avez, il y en a beaucoup, puis il va en avoir de plus en plus avec l'accès facile sur des produits en vente sur le web. Alors, une promesse, c'est quoi? Bon, c'est des bons exemples, BM, Coke et Apple, vous regardez ça, dites oui, ça me semble clair. Bon, mais ça ne s'adresse pas à moi, ces compagnies-là ont investi des millions, voire des milliards pour se positionner. C'est vrai. Mais en fait, c'est le même exercice, c'est le même bénéfice pour l'ensemble des marques. Parce que si c'est pas clair pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes différent pour vos clients, pour vos employés, ben c'est la même chose. Ces marques-là, en fait, ont commencé à la grandeur d'entreprise que vous êtes probablement déjà aujourd'hui. Alors, un exemple, Broadsign, qui est une compagnie montréalaise, probablement pas connue. Ça, j'ouvre une parenthèse. De ne pas être connu en B2B, c'est une bonne chose. Une erreur, puis je ne mets même pas ça dans les règles, qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire je vais être connu parce que je suis tanné de travailler pour une compagnie qui n'est pas connue. Mais en fait, c'est un bonus d'être connu hors de ta cible. Ce n'est pas un objectif. Fait que quand tu es en B2B, je dirais, assurez-vous d'être connu pour vos clients potentiels. Donc, c'est très niché. Tout ça pour dire, Broadsign, c'est un leader mondial dans l'affichage numérique. Juste pour illustrer, à Times Square, de 40 à 50% des écrans là-bas sont gérés par Broadsign. Okay? Broadsign est connu, fiez-vous à moi, dans ce créneau de marché-là, mais n'est pas connu dans les secteurs comme le nôtre où on n'utilise pas ce type de vision. Quand ils sont venus nous voir, donc une signature très descriptive, voici ce qu'on fait. Le défi d'une compagnie comme Broadsign, qui fait partie au sens large des compagnies en technologie, il faut attirer du talent. Alors, quand on devient un petit peu trop plate, ça n'attire pas les talents parce qu'eux se compétitionnent contre des géants qui attirent des jeunes aujourd'hui en intelligence artificielle. On a retravaillé leurs promesses qu'on peut résumer Light Up the World. Ça revient à ce que je disais tantôt. C'est une promesse qui est très orientée client, okay, consommateur. Donc, voici le bénéfice. Donc, c'est plus qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que je procure. Sans rentrer dans toute la stratégie derrière tout ça, l'objectif qui était d'attirer des talents a été atteint grandement parce que les compétiteurs, si on parle de Ubisoft là, comme des compétiteurs pour attirer des talents, c'est vraiment un marché qui est très difficile à pénétrer. Autre défi, souvent les organisations qui vont très bien font beaucoup d'acquisitions, donc ils consolident des marchés. Alors, on voit ça souvent. C'est excellent, mais il arrive un point de bascule qui fait qu'on a beaucoup de marques. Puis moi, des fois, je me place, il y a plus de marques que d'employés. C'est là qu'il faut prendre des grandes décisions. C'est pas contradictoire avec la deuxième règle qu'une entreprise ou une marque a une valeur, mais par moment, de réduire le nombre de marques pour maximiser la valeur d'une seule et plus efficace. Et dans ce cas-là, c'est ce qui a été fait. Donc, les 4 marques ont été regroupées sur une nouvelle marque qui s'appelle Humanico. Donc, c'est clair, qu'est-ce que Humanico fait? Du recrutement, du conseil. Et c'est quoi leur point de différenciation? Ben, c'est le talent à la bonne place. Le talent à la bonne place, c'est une promesse client. Et également, pour un employé, c'est très parlant. Donc, sans rentrer dans le détail, il y a des trucs que, surtout en B2B, on peut réaliser des changements assez drastiques au niveau identitaire, au niveau du naming, pour les chercher des bénéfices. Et dans ce cas-là, c'est un bon exemple avec ce je présente devant vous. La promesse de marque,
souvent on parle du pitch d'ascenseur. C'est l'ultime, et vous devriez faire le test dans vos organisations, et même à l'intérieur du comité de direction de votre CA. Parce que si les gens disent des choses qui ne sont pas, en fait, qui pourraient même être opposées, ben, ça ne fait que confirmer qu'une opportunité d'être encore plus serré dans votre discours pour être sûr que tout le monde dans l'organisation parle de votre marque, de votre organisation de la même façon. Et cette façon-là, comme les règles précédentes, ben, c'est la façon qui peut vous permettre de vous distinguer dans le marché et d'avoir un avantage compétitif. La promesse, c'est facile à dire, mais c'est excessivement à faire parce que des compétiteurs, il y en a des nouveaux à chaque jour. Et en fait, la raison qui fait que vous devriez revoir votre promesse de marque, ben, c'est des changements importants, soit chez vous à l'interne ou soit dans le marché parce qu'il y a des nouveaux compétiteurs. La promesse, une fois que vous l'avez, il faut la livrer, être sûr de la livraison, donc que votre service soit exemplaire, que votre produit soit extraordinaire avant de communiquer. Parce que souvent, on pense que communiquer, une fois qu'on communique, tout va se faire. C'est l'inverse. C'est que si vous communiquez quelque chose que vous n'êtes pas capable de livrer, ben là, il y a un bris de confiance qui se fait. Et ça, c'est dur à réparer. C'est très coûteux. Alors, c'est le fun de faire de la pub, c'est le fun de faire des choses, mais il faut le faire au bon moment. Ici, je ne vais pas porter de jugement. Sûrement que vous avez regardé la presse récemment au niveau avec Marie-Claude Lortie qui a souligné, je pense de façon judicieuse, que Saint-Hubert utilise du poulet de la Thaïlande, qui a surpris beaucoup de gens parce que depuis ça fait 4 jours, puis on en parle beaucoup. Je ne porte pas de jugement parce qu'on va voir si c'était pas. En fait, si la promesse de la marque de Saint-Hubert est un côté québécois de chez nous, ben, je dirais le produit n'a pas livré. Et ça, c'est une erreur stratégique. Si ça ne fait pas partie de sa promesse, ben, je dirais avec les réactions qu'on entend, c'est que peut-être faudrait revoir un peu la promesse pour voir. Mais dans tous les cas, puis on va le voir, la 10e règle, c'est une gestion de crise parce que c'est réel et ça peut endommager la marque non seulement au niveau retail, mais également au niveau de la marque restauration. Fait que donc, c'est sûr que j'en suis convaincu que l'entreprise travaille fort à déterminer si leur stratégie de produit est la bonne ou non, et après ça, comment gérer cette crise-là. Okay? Au niveau du service, puis ça, on entend souvent, parce que souvent, les entreprises, si on regarde les missions d'entreprise dans le service, je résume souvent, le client est au centre de notre vie. Tout le monde le dit. C'est facile à dire, c'est surtout dur à faire. C'est là que la promesse doit être claire et il faut la livrer. Qui n'a pas expérimenté désolé, on sait que c'est ridicule, mais je peux pas vous accommoder parce que ça ne fait pas partie de la politique. OK, traduction, c'est que la politique n'est pas alignée avec ce que le client veut. Donc, il y a un problème. Ou, bon, je ne veux pas être trop dur, mais quand on me dit sur un message téléphonique, votre clientèle est importante, merci, un agent va se libérer, blablabla, et ça prend 15 à 30 minutes à parler à quelqu'un. Je dirais, gars, encore une fois, oui, peut-être que les entreprises aimeraient que les gens utilisent le chat, etc., mais il faut être à l'écoute des besoins de ses clients. Si quelqu'un t'appelle au téléphone et ça te prend 30 minutes de lui répondre, et en plus, si c'est un bon client, ben, je dirais la promesse de marque, elle est mal supportée, il y a un enjeu. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais c'est walk the talk. C'est ce que de plus important à retenir. Faire des campagnes, bien que ça coûte cher, c'est facile, mais de livrer puis s'assurer qu'on se regarde puis qu'on fasse les gestes nécessaires à l'intérieur de l'organisation pour livrer notre promesse, c'est ce qui est le plus difficile, puis gérons ça avant de faire autre chose. Dans le même ordre d'idée, quand on a une promesse qui est claire, de l'autre côté, quand on parle de produits, le look and feel de votre organisation, c'est important. C'est le volet d'exécution qu'on a parlé à 2-3 occasions. Alors, il faut faire évoluer votre look graphique, votre plateforme de marque visuelle à chaque 2-3 ans. Exemple de Lactantia, qui est le leader québécois au niveau du lait premium. Vous voyez à gauche, c'était la marque qui était comme ça pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, regardez, le positionnement n'a pas changé, mais l'expression est beaucoup plus de son temps. Et ça, c'est important de s'assurer que votre marque, elle est toujours pertinente de son temps, parce que sinon, si elle devient impertinente et dépassée, ben c'est là qu'elle tombe, ça devient une marque qui est désuète. Vous pensez plusieurs marques de bière sont tombées dans ce panneau-là, puis quand tu es rendu là, ben, il est trop tard.
Belle entreprise ici, Boiserie Raymond, comme un peu d'exemple tantôt, a une belle croissance en faisant beaucoup d'acquisitions. On voit la carte en arrière, l'endos de la carte, que nous, on appelait gentiment la pizza, avec 5-6 noms de compagnie. Ben, il y a un moment donné qu'il faut prendre des décisions. Puis le bénéfice, c'est toujours ça, c'est que évidemment, quand on fait des acquisitions, les gens ont leur propre organisation tatouée sur le cœur. Il faut qu'ils voient que s'il y a une rationalisation de marque, que le bénéfice soit plus grand. Alors, c'est un peu ce que dictait le revamping de la marque Raymond. Alors, toutes les marques qui avaient leur propre autonomie sont rendues sur Raymond. Et là, vous voyez, bon, ça, c'est une manifestation par le site, mais il y en a eu plein d'autres. Ben là, il y a une fierté parce qu'on voit dire, waouh, il y a quelque chose que Raymond amène qui est de son temps, qui séduit les consommateurs et que peut-être comme plus petite marque, j'aurais pas eu les moyens de faire. Fait que ça, c'est un des bénéfices par moment de faire une rationalisation. Mais le plus important pour Raymond dans son ensemble, c'est de réussir à faire évoluer sa marque qui fait que si Raymond avait l'air un peu poussiéreux, mais que les gens qui ont des besoins, et surtout quand on parle au niveau esthétique d'avoir des pièces plus contemporaines, ben, il faut s'assurer que Raymond soit toujours une place où on pense aller. Le seul message à retenir, c'est que le design, ça fait partie de la réalité. Il faut y investir, pas nécessairement des sommes astronomiques, mais ça fait partie de l'exécution d'une stratégie. Encore une fois, une bonne stratégie avec un vieux design, ben ça vend moins qu'une bonne stratégie avec un bon design. C'est ça qu'il faut retenir. Dans certains cas, c'est important de dissocier qui parle, donc la marque corporative avec la marque produit. On l'a vu, c'est sûr quand on parle de marque employeur, c'est beaucoup plus la marque corporative, mais la marque produit, dans la majorité du cas, c'est là que la valorisation de l'entreprise se fait, donc au niveau des marques de commerce. Pour illustrer à nos bons clients Parmalat, mais vous voyez sur le site, déjà on dit, bon, si vous êtes un consommateur, vous voulez sûrement entendre parler de nos marques de commerce, nos bons produits. Si vous êtes un candidat, ben voyez ce qu'on a à dire au niveau corporatif. Bon, Parmalat, peut-être que ça vous dit rien, et c'est volontaire en termes de stratégie de marque, parce que eux, c'est des marques, une stratégie de marque produit. Des Astro, Lactantia, Black Diamond, c'est sûrement des marques qui vous parlent. Je dirais, évidemment, pour une organisation comme Parmalat, on n'a pas besoin de nous autres pour souligner l'importance des marques de commerce. On parle des marques de commerce de plusieurs centaines, voire de milliards de dollars. Mais ce qui a vraiment changé au niveau corporatif, c'est premièrement la sensibilité au niveau de la marque employeur. Donc, la marque corporative a plus de discussions parce qu'elle doit attirer des employés. Depuis aussi une dizaine d'années, avec l'accès à l'information, je pense que les organisations parlent de transparence. C'est aujourd'hui pour une compagnie de dire je vais lancer n'importe quelle marque parce qu'il y a une niche et une opportunité de marché. Bien, quelque part, quelqu'un va le faire ressortir qu'il y a une certaine incohérence par rapport aux missions, vision, valeurs de l'organisation et ce qui semble être une tactique qui pourrait être positive, mais pourrait dans le fond, endommager la réputation d'une organisation. Quand on parle de transparence, comme Procter & Gamble, c'est un nom probablement que vous connaissez, mais quand on parle des marques comme Tide, toutes les marques dans les rayons alimentaires, en fait, la majorité, numéro 1, c'est Procter & Gamble. C'est une marque, c'est une compagnie qui est dominante, qui a choisi depuis à l'origine de ne pas mettre son nom. Et aujourd'hui, elle le met parce qu'elle dit de toute façon, les consommateurs font le lien avec toutes mes marques. Ça, c'est important de distinguer les deux et de ne pas vivre dans un monde qui n'existe plus, qu'aujourd'hui, le consommateur est bien informé. Les deux derniers sont importants pour moi parce que quand on parle de branding, souvent, les CA associent comme branding au marketing et marketing à la publicité et quelque chose d'un peu ésotérique. Et le marketing, en fait, le branding, c'est une science. Et comme toute bonne science, il y a des outils de mesure. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Une marque, une bonne gouvernance de branding, il faut mesurer les choses. Il faut minimiser les émotions et maximiser le rationnel. Donc, il y a des mesures. J'en ai parlé tantôt, juste l'illustrer, parce qu'en industrie du service, c'est une mesure qui est facile à faire. En fait, c'est sûrement que vous en avez reçu abondamment par les entreprises que vous êtes client ou que vous avez surfé sur le web. Les promoteurs, c'est essentiellement la question, c'est si vous aviez à recommander à votre ami ou à un collègue l'entreprise sur une note de 1 à 10 ou 10 que c'est extraordinaire, puis 1, c'est 0, c'est pas du tout. Comment vous faites? Fait que les promoteurs, c'est les clients qui ont donné 9 et 10.
Les détracteurs, c'est en bas de 7. C'est une simple soustraction. Ça donne un score. Et ton score, ça te permet de benchmarker. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir le score le plus élevé. Fait que ça, c'est une mesure qui est objective. Et ça donne aussi vraiment une tendance à savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est sûr qu'après ça, ce n'est qu'une question de mesure. Pour qui on fait le NPS, je reviens à ce que je disais tantôt, faites-le à vos clients les plus importants. Si vos clients les plus importants commencent à être neutres ou à être détracteurs, ben, je vous dis tout de suite, votre chiffre d'affaires va baisser. C'est une corrélation directe et c'est ça qui est important. Fait que des outils de mesure ici, je suis pas pour vendre tel outil de mesure versus d'autres, mais je vous dis d'en avoir une par laquelle vous croyez, c'est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre de déterminer ou de mettre à l'agenda de la discussion, est-ce que votre marque de commerce est en bonne santé et est-ce que le futur a de l'air bon? Parce qu'on peut regarder les chiffres de vente. Si les chiffres de vente baissent et que vos indicateurs sont positifs, ben, là, vous pouvez creuser sans paniquer. Bon, il y a peut-être un compétiteur qui a baissé ses prix, il y a peut-être un enjeu de distribution, mais votre marque de commerce, encore une fois, il faut être cohérent. Une des règles de base, c'est que votre marque a une valeur. Ben, si la valeur, avec vos indicateurs, cette valeur-là ne semble pas affectée, ben, vous avez des choses à faire. Si, au contraire, vos indicateurs, vos KPI disent que votre marque est en train de s'éroder, s'effriter, mais je dirais qu'il faut faire attention parce que ce que ça veut dire, dans un an ou deux, votre chiffre de vente va sûrement tomber. Puis encore une fois, c'est la règle du 20-80. Et finalement, la dernière règle, qui est un peu le résultat des autres, ben c'est faut gérer votre marque en continu. Les médias sociaux, je dirais, gars, c'est sûr qu'on ne s'attend pas que les gens du CA ou de la haute direction consultent les médias sociaux pour voir ce qui est dit sur la marque. Mais je pense que ça serait important que ces gens-là demandent, exigent même qu'il y ait des rapports pour s'assurer que de voir ce que dit Glassdoor pour les entreprises, ça commence d'être de plus en plus consulté hors des ressources humaines. Il y a plein d'informations, c'est nous, on appelle ça l'écoute numérique. Il faut avoir une écoute numérique, ça donne des indicateurs autres que ses propres sondages. Puis en fait, c'est pas compliqué parce que si on fait pas bien ça, si on ne suit pas les 9 autres règles, bien là, vous êtes en gestion de crise. Puis la gestion de crise, bien ça, c'est pas le fun parce que vous sortez jamais gagnant d'une crise. Et puis, ben, c'est le propos d'aujourd'hui, c'est que si on suit, selon nous, des règles simples, ben, on s'assure que le branding fait partie d'une saine gouvernance. Alors, je vous résume les 10 règles qu'on a vues rapidement. Ben, le branding, c'est un projet d'entreprise. C'est très important parce qu'une marque, ça vaut cher. Il faut penser client avant de penser insight. Et son exécution, la stratégie et l'exécution sont essentielles. Et la promesse de marque doit être simple pour qu'elle soit bien comprise pour l'ensemble des parties. Il ne faut pas surpromettre, donc il ne faut pas communiquer avant de livrer. Il faut être de son temps. Il faut distinguer vos différentes marques avec surtout la marque corporative. Il faut avoir des indicateurs. Et puis, il faut gérer votre réputation parfaitement. Alors, je vous invite à poser quelques questions. C'est ce qui termine. Merci, Christian. C'était fort intéressant. Merci On a bien. certainement le temps pour quelques questions. Je regarde là, comme tel, je vous dirais, celle-là, ça en est une le fun. C'est une classique, je crois. De quel type d'accompagnement est-ce qu'une PME a généralement besoin pour transformer sa marque en actif stratégique? C'est par quoi que tu commences quand tu es une PME pour faire ça? Bien, je dirais encore probablement plus vrai une PME que pour une grande entreprise. La marque, c'est l'entreprise dans sa totalité. Fait que je dirais si j'étais président je suis président d'une PME, ce qui est indispensable, c'est que pour tout le monde, il n'y a pas de département quand on parle de branding. Il n'y a pas de silo, c'est l'affaire de tous. Donc, le marketing, les gens d'R&D, d'achat, comprennent pourquoi la compagnie existe et pourquoi le produit ou le service est distinctif, c'est essentiel. Ça, je dirais, si on fait ça, on s'assure que l'ensemble de vos 20, 30, 40 employés deviennent des meilleurs ambassadeurs. Ben, je dirais, ça, c'est le coup de roue qui souvent n'est pas fait et qui est très payant. Okay.
Puis en bout de ligne, tu dirais, c'est quoi l'avantage ultime à faire du branding, un projet d'entreprise, justement, plutôt qu'une initiative à part? Bien, je pense que tu as la valorisation, regarde, il ne faut pas se cacher, les défis des organisations sont excessivement difficiles. La compétition est féroce, on ne se bat contre des géants. Puis souvent, quand on parle de plus petites entreprises, il faut trouver sa niche. Et une fois qu'elle est claire, bien, en même temps, il y a une tendance naturelle, des fois, à en vouloir plus. Puis c'est là qu'il faut parler à ses employés. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on est niché. Okay? Il faut que ce soit un projet motivant pour tout le monde. Puis en même temps, bien, il faut trouver des gens qui sont engagés dans notre projet. Fait que je dirais, ça revient même à l'interne comme à l'externe. Pour ne pas faire de surpromesses, ça ne donne rien d'engager des gens qui ont des ambitions internationales si toi, tu veux rester local. Si tu veux rester local, ben, sois cohérent, puis fais mieux localement ce qu'une multinationale ne peut pas faire. Fait que je dirais, il y a plein de raisons, c'est des cas spécifiques, mais je dirais le plus important, c'est qu'il y a une cohérence. Puis c'est vraiment, c'est essentiel que tout le monde comprenne bien vers où l'entreprise s'en va et elle doit s'en aller où est-ce que le marché a besoin. Donc, je reviens, c'est des besoins clients. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux dire merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Et je vais vous inviter à nous rejoindre la prochaine fois. Ça va être le jeudi 4 avril avec un webinaire sur les meilleures pratiques pour la protection des données personnelles en milieu de travail. Webinaire qui va être animé par Maître José Gervais de Gowling WSG. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.